Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Nouveau rendez-vous avec le Nîmes Olympique sur TV Sud comme tous les lundis soirs à partir de 20h45. Tous les résultats de la 34e journée du championnat de France de national et un nouveau point pris par le Nîmes Olympique. C'est bien, mais on aurait pu faire encore mieux puisque les autres adversaires directs du Nîmes Olympique en vue de la montée en Ligue 2 ont pris 3 points. On va le voir au niveau du classement. Il va falloir mettre toutes les forces du côté des Crocos pour pousser cette équipe du Nîmes Olympique en vue de la montée d'ici à la 38e journée, avec, je le rappelle, un dernier déplacement du côté de Vannes. Ce sera le 25 ou le 26 mai, en plein cœur de la Feria de Nîmes d'ailleurs. Avec nous ce soir pour évoquer cette actualité du Nîmes Olympique, deux joueurs, deux attaquants qu'on a plaisir à recevoir sur ce plateau. Steve Agui, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Romain Thibault, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, messieurs, on retrouve nos consultants de choc, toujours fidèles et présents à quelques heures du passage au mois de mai, joli mois de mai. Est-ce que vous avez déjà acheté votre brin de muguet, Patrick Cham, bonsoir. Oui, c'est déjà fait. Voilà, ouais. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Et pour Olivier Martinez, bonsoir. Bonsoir à tous. Non, toujours rien. On attend le dernier moment, comme d'hab. Bon, très bien. Alors, tiens, je parle du 1er mai. Il y aura une célébration spéciale ce 1er mai, Patrick, qui concerne les anciens de Nîmes Olympique du côté du stade de Sainte-Barbe à la Grand Com, avec une affiche qui peut réunir une belle affluence justement du côté de la Grand Com. Oui, effectivement, c'est les 100 ans du stade de Sainte-Barbe, auquel j'ai joué. J'étais entraîneur-joueur il y a quelques années. Et on était invités et on va jouer contre les anciens de l'OM à 17h au stade de Sainte-Barbe. Et c'est M. Alfonler, qui est le président du stade de Sainte-Barbe, qui nous a invités. Voilà. À partir de 17h, on retrouvera donc les anciennes gloires du Nîmes Olympique, aussi les anciennes gloires de l'Olympique de Marseille, avec parfois des joueurs qui ont officié dans les deux côtés. Oui, dans les deux côtés. Disons que nous, on a Dalbar qui va jouer, on a Orsoni, disons que c'est des joueurs qui ont quand même du vécu point de vue footballistique, et puis peut-être Cubain qui vient d'en faire un tour avec Marseille, étant donné que lui, il a joué à Nîmes aussi, et c'est en plus un joyeux luron. Allez, histoire de faire une belle fête autour du football, demain 17h, stade Sainte-Barbe à la Grand Com pour cette rencontre entre les anciens de Nîmes Olympique et les anciens de l'Olympique de Marseille. On va revenir sur la 34e journée et ce déplacement très important des Nîmois sur la pelouse du Colmar Stadium dans le Haut-Rhin, dans la belle région de l'Alsace. L'occasion pour Thierry Froger et son équipe de maintenir cette cadence infernale avec, on le sait, beaucoup de rythme et une grande compétition entre les différents prétendants à la montée. On aura l'occasion d'y revenir en toute fin d'émission. On a vu au cours de la semaine qui a suivi, Steve, l'équipe préparer un petit peu cette rencontre avec différentes combinaisons pour essayer d'enrayer, entre guillemets, l'inefficacité devant les buts, puisque ça faisait deux matchs que l'équipe ne marquait plus. Justement, comment vous avez senti le groupe justement dans cette évolution du travail pour essayer de retrouver le chemin des filets? Non, je pense qu'on a bien travaillé. Comme les semaines, on essaie de travailler devant le but chaque mercredi. Cette semaine aussi, on a bien bossé avec Romain, avec les autres, avec Nico, tout ça. Et après, par rapport au match, je pense que les gardiens, bon, il a fait aussi un bon match aussi. Mais bon, c'est vrai que bon, comme ça fait déjà 2 matchs, on dit que ça fait beaucoup parce que surtout à Ajaccio, on a eu beaucoup d'occasions. Ben, j'espère nous, on continue à bosser. J'espère qu'on va en mettre plein contre le snack. Voilà, justement, ce sera le rendez-vous de vendredi 20h pour la 35e journée au Costières. Vous concernant, Romain Thibault, présence dans le groupe, vous êtes rentré en jeu pour les 5 dernières minutes de cette partie. Quelle a été votre appréciation générale justement sur ce déplacement à Colmar et sur votre ressenti une fois que vous avez pénétré sur la pelouse? Déjà à Colmar, ils avaient une belle équipe aussi. Ils nous ont fait déjouer. Après, on sait le terrain, tout ça, c'était pas facile non plus. Et après, les 5 dernières minutes, je suis rentré, j'ai essayé de tout donner. Et malheureusement, on n'a pas pu décrocher ce but qui nous a fait du bien. J'ai marqué, ouais, mais il n'a pas été accepté. En lieu et place de Nicolas Bénézé, le remplacement de Romain Thibault. On va découvrir justement la composition du 11 aligné par Damien Hoth vendredi soir au Colmar Stadium.
avec Federico dans les buts alsaciens qui a réalisé une grosse partie. Thierry Froger disait avant le match, c'est vrai que Colmar n'avait pas grand-chose à jouer, Olivier. Plusieurs d'ailleurs joueurs pros avaient regagné l'équipe réserve pour permettre justement à l'équipe réserve qui évolue en DH de gagner son billet d'accession pour la CFA2. Colmar n'ayant plus grand-chose à jouer en national. Et finalement, cette équipe dont on va revoir la composition a causé bien des problèmes au Nîmois. Ouais, au-delà de notre motivation sans faille pour aller chercher les 3 points à l'extérieur, car il était question d'aller chercher les 3 points, on espérait qu'inconsciemment, Colmar, qui n'a rien à jouer, n'allait pas jouer sa peau face au Nîmes Olympique. Et ils sont fait les dents dessus parce que voilà, il y a un très bon gardien, une équipe bien en place. On savait déjà que Colmar c'était costaud, on l'avait vu à l'aller, belle équipe. Il faut pas non plus. Il était question à un moment donné de jouer aussi l'accession pour eux. Ils ont raté 1 ou 2 matchs qui les a mis, on va dire, un peu à la traîne. Mais sinon, c'est une équipe qui pouvait jouer largement la montée. Donc ça s'est vu sur ce match. Après, il nous a manqué, on va le répéter, l'efficacité pour tuer et ramener 3 points de là-bas. Mais voilà, il ne faut pas aussi sous-estimer cette équipe qui a fait le taf. Et même si on aurait espéré qu'elle lâche un peu, mais ça n'a pas été le cas, en espérant qu'elle le fasse jusqu'au bout aussi. Thierry Froger, cette semaine, Steve, parlait de motivation de tous les adversaires du Nîmes Olympique. C'est-à-dire que chaque fois que le Nîmes Olympique a rencontré une équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, qui plus est chez les équipes dites petites, les petits bras, il y a toujours une motivation et des équipes et des adversaires qui jouent à leur meilleur niveau. Est-ce que vous l'avez aussi ressenti tout au long de cette saison ? Après, je pense que c'est normal. Après, Nîmes joue la montée en Ligue 2. Il y a des joueurs qui ont envie de se montrer pour envisager aussi de signer peut-être au Nîmes Olympique l'année prochaine si on monte. Alors je pense que c'est une motivation de plus de se montrer au Nîmes Olympique, montrer que c'est des bons joueurs. Et après, de toute façon, comme le coach nous a dit, personne ne nous fera de cadeau, que ce soit les petites équipes ou les équipes qui jouent la montée. Alors on peut compter que sur nous-mêmes et continuer à travailler comme on le fait. Et on espère au bout du compte avoir la montée pour le public, pour le club et pour tout le monde. Avec 4 matchs encore à jouer, 2 déplacements et 2 matchs à domicile. Ce vendredi, réception de Luzenac. Et puis dans 15 jours, la réception du Poiré-sur-Vieux-Costières de déplacement. Le premier à Créteil. Et puis le dernier, je l'ai dit, ce sera à Vannes. L'équipe alignée par Thierry Froger vendredi soir au Colmar Stadium. Dans les buts, Cyril Merville, composition classique par rapport à celle qu'on connaît depuis ces dernières semaines. Toujours la charnière en défense avec Alib Jean Baldé et Vincent Carlier, capitaine toujours en l'absence de Benoît Poulain qui doit passer ce mardi un nouveau test physique. Il ressent toujours une douleur au niveau du péroné. Il espère faire sa réapparition face à Luzenac. Confiance raccordée à Jonathan Parpex dans le couloir gauche, Moussa Sidibé à droite, milieu défensif Sébastien Piocel et Yacine Adou. On vous retrouve en pointe, Steve, avec Wilfried Niflor dès qu'on change derrière. Et puis sur les ailes, les classiques du genre, Nicolas Bénézé et Mauritala Ogunbi. Mais on le sait, Steve, c'est jamais des schémas qui sont figés. On vous avait vu il y a 15 jours, souvent intercaler et intervertir avec Ogunbi. Donc il y a beaucoup de mouvements et cette capacité à s'adapter. Oui, avec Maury et Nico Bénézé, on arrive à... Chacun peut jouer à gauche, à droite, même devant. Je pense que le coach, il aime bien quand on permute comme ça. Ça peut aussi déstabiliser aussi un petit peu la défense. Et en plus, ça fait quelques semaines, on arrive bien à se trouver. Will, dans notre jeu aussi, arrive bien à se démarquer. Will, il revient de loin. Il nous fait beaucoup de bien. Et tant mieux. Le coach a senti que pour l'instant, ça marchait. Alors, je pense qu'il continue à laisser cette attaque. Justement, lorsque vous prenez le dessus sur votre adversaire direct, je prends sur le côté, est-ce que vous permutez quand même ou est-ce que vous dites bon, il faut qu'on accentue, il faut qu'on travaille sur ce côté parce que je passe à chaque fois, ou est-ce que vous permutez parce qu'il faut quand même permuter? Non, après, si Nico ou Maurice sont bien sur les côtés, ils font la différence, on les laisse faire la différence. Nous, on reste, moi, personnellement, je reste devant parce que le coach aime bien que je prends la profondeur, il sait que je bouge beaucoup, j'aime bien décrocher. Mais sinon, je pense que s'ils font la différence, il faut leur laisser faire la différence à 1 contre 1 à chaque fois. Si ça passe, après, si ça passe plus, on essaie de changer pour que les défenseurs ils savent plus comment défendre, s'ils doivent prendre la profondeur, s'ils doivent suivre le joueur. D'un côté, je pense que c'est bien aussi. Enfin, il y a de bons automatismes quand même, on le sent dans cette équipe-là. Bon, c'est vrai qu'encore, il y avait quand même, c'était une équipe offensive qui avait fait Thierry Froger, il y a quand même 4 très très bons attaquants. Et on est tombé sur une équipe qui a bien défendu, qui a eu un gardien qui a fait des miracles aussi. Mais je crois qu'on a manqué aussi un peu d'efficacité parce qu'on a quand même beaucoup d'occasions et on a vendangé
ces occasions qui peuvent être cher payées pour la suite. Mais il ne faut pas désespérer. Je crois qu'il y a encore 4 matchs et il va falloir que ça fait 2 ou 3 matchs où on n'arrive pas à claquer. Il va falloir se libérer et faire vraiment un score au fleuve pour que tout le monde puisse être dans de bonnes dispositions. Parce que moi, j'attends un gros score pour le prochain match au Costières et le public aussi. Il y a 12 points à prendre encore, 4 matchs à 3 points, 12 points. Ça permettrait au Nîmes Olympique, en cas de carton plein, de finir ce championnat avec 70 points. Et on le souhaite que cela soit synonyme d'accession en Ligue 2. Au niveau de ce match, alors on va être très simple et on ne va pas se faire de cachotterie ce soir. Pas de but, donc pas d'image. Voilà, on est comme ça. On n'a pas eu d'image sur le déplacement du Nîmes Olympique du côté de Colmar. Si ce n'est qu'à la 19e minute de jeu, vous l'avez certainement suivi chez nos confrères de France Bleu, ou bien le lendemain d'un midi libre, il y a eu cette énorme occasion pour Moritala Ogunbi au niveau du point de pénalty et avec un tir au-dessus, un autre face-à-face où le Béninois a manqué le cadre. Colmar qui a su aussi se montrer dangereux, obligeant parfois Cyril Merville à se coucher, ou bien même on a vu des frappes et des ballons atterrir sur le poteau. Donc il y a eu aussi quand même de la réussite du côté nîmois, parce que c'est vrai que Colmar aurait pu trouver le chemin des filets. Et puis en fin de match, il y a les 2 grosses occasions de Nico Bénézé, qui a eu l'occasion aussi de se racheter par rapport à Ajaccio. Il le sait lui-même qu'il a raté une énorme occasion à Ajaccio. Là, il rate à peu près la même. Et, enfin, il rate un duel en tout cas. Et derrière, il y a Romain qui rentre et qui marque et le but est refusé. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, les dieux du football ne sont pas avec nous. Mais notons quand même l'entrée du jeune Bourdin, Bourdine, je ne sais pas comment on dit. Bourdin. Voilà, qui est rentré. En lieu et place de Vincent Carlier. Voilà, qui est rentré. Donc, coup dur pour Vincent Carlier, qui lui aussi, en ce moment, il ne fait pas bon porter le brassard. Attention au troisième qui va porter le brassard, ça va être compliqué. Espérons que ce soit Bonapoulin vendredi. Ouais, j'espère aussi. Et donc, c'est bien, il faut noter, c'est bien pour ce jeune joueur qui évolue d'habitude dans le CFA2, d'être rentré à ce niveau-là et d'avoir très bien assuré, d'avoir fait le boulot. Qui plus est, joueur de milieu défensif dont Thierry Froger nous a dit qu'il pouvait aussi jouer en charnière. Et bonne entrée en tout cas de Mohamed Bourdin. Avec 5 milieux défensifs en fait de rencontre quand même. 5 milieux défensifs. Avec un fait de jeu, messieurs, rencontre arrêtée à la 52e minute de jeu pour panne de projecteur. Comment on fait pour gérer ce genre de temps mort? Qui plus est, Colmar en plus, lorsque le joueur a repris, s'est montré dangereux après cette pause de 5-6 minutes à peu près. Steve. Ouais, après c'est toujours dur de reprendre quand on a un petit peu froid. Mais après, je pense que malgré ça, Colmar a bien poussé. Nous, on a un petit peu après reculé. Et, je pense que le fait de jeu de l'éclairage, c'est pas une excuse. Je pense qu'on a un moment ou un autre. Après, on a un petit peu bien repris le ballon. On a essayé de pousser aussi. Mais l'éclairage, non. Après, quand c'est comme ça, on est rentré un peu au vestiaire. Mais on est ressorti un petit peu avant pour continuer à s'échauffer un peu, pour pas être trop froid. Mais dans l'ensemble, non, je pense pas que ça nous perturbe, parce que je pense que quand c'est comme ça, surtout quand on joue la montée comme ça, rien ne doit nous perturber. On doit continuer à jouer et à faire ce qu'il faut faire sur le terrain. 0 partout, score final entre Colmar et le Nîmes Olympique. Je vous propose de découvrir les résultats complets de cette 34e journée avec d'autres matchs nuls. Le partage des points in extremis à la dernière minute, alors que les hommes de Jean-Luc Vanouki étaient peut-être partis pour faire l'opération de la soirée, en tout cas dans la course au maintien national sur la pelouse de Besançon. 2 partout entre Besançon et Martigues. Victoire 2-1 d'Épinal sur la pelouse d'Orléans. Ça, les Nîmois s'en seraient bien passés. Partage des points 1 partout entre Bayonne et Niort. Beauvais est tenu en échec 1 but partout par Cherbourg. Le Gazélec s'impose 2-0 à Ajaccio face à Martigues. Ça, c'était vendredi soir. Toujours vendredi, Colmar et Nîmes font match nul 0 partout. Victoire de Luzenac à domicile 2-0 face au Red Star. Créteil est défait à domicile. Ça, c'est peut-être un bon enseignement à tirer pour le prochain déplacement des Nîmois par Rouen. 3-2. Victoire du Poiré-sur-Vie 2-0 face à Fréjus Saint-Raphaël. Fréjus qui semble avoir totalement lâché cette fin de saison, alors qu'à un moment ils étaient à quelques encablures du podium. Vannes l'emporte à domicile 2-1 face à Besançon. Au niveau du classement, vous allez le voir, cela nous donne Niort qui demeure premier malgré ce point du match nul. 61 points pour les Niortais. 2 longueurs d'avance sur le Gazélec Ajaccio qui réalise une fin de saison assez remarquable. La 3e place est partagée entre 3 équipes à 58 points.
mais du fait ensuite du goal average particulier. Bien, c'est Vannes pour l'instant qui est troisième avec 58 points devant Épinal et devant Nîmes. 6e place pour Rouen avec 7 longueurs de retard par rapport au train d'équipe à 58 points. 7e Créteil avec 50 points. 48 points pour Colmar, 46 pour le Poiré-sur-Vie. À la 10e place, on retrouve Fréjus-Saint-Raphaël avec 45 points à égalité avec Orléans. 42 points pour le Paris FC qui occupe la 12e position. Cela fait un point de plus que Luzenac et Quevilly. Cherbourg est 15e avec 39 points. Le Red Star occupe la 16e place avec 38 points. C'est 3 points de mieux que Beauvais. Ferme la marche en position de relégation. Et à égalité de points, on le voit, c'est vraiment très très disputé, Olivier. Martigues, Bayonne et Besançon, c'est vraiment le train de la peur pour ces 3 dernières équipes qui se battent bec et ongle pour essayer de recoller. Là, ça va être tendu aussi pour eux. Mais ce qu'il faut quand même se rappeler, et puis il faut rester optimiste, on est encore maître de notre destin, c'est clair, puisqu'il va y avoir des matchs entre prétendants à la montée, notamment Ajaccio qui en fait 2, il me semble encore. C'est-à-dire qu'il y a des points qui vont se perdre, et à nous d'en profiter. Si on gagne nos 4 derniers matchs, la montée sera au bout. Mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec encore quelques matchs à jouer pour équilibrer, on va dire, le nombre de rencontres pour toutes les équipes par rapport aux matchs en retard ou qui ont été décalés du fait des différents calendriers, notamment du fait de la finale de la Coupe de France et de la belle partition livrée par Quevilly samedi soir au Stade de France face à l'Olympique lyonnais. Des rencontres dès ce soir, lundi 30 avril à 20h sur la pelouse de Paul Fédou à Luzenac qui reçoit Orléans. Jeudi à 19h, Épinal recevra Quevilly justement. Le Paris FC accueillera Beauvais. Et puis la suite de la 35e journée à partir de vendredi. Colmar qui se déplace à Martigues. Le Red Star qui accueille Créteil pour un duel très francilien. Cherbourg recevra le Gazélec Ajaccio. Orléans se déplacera à Niort. Besançon recevra l'Aviron Bayonnais. Vannes se déplacera dans le Var sur la pelouse de Fréjus-Saint-Raphaël. Enfin, Rouen accueillera le Poiré-sur-Vie. Et Nîmes recevra l'Union sportive de Luzenac. On se souvient qu'on avait assisté à une belle victoire 3-0 sur la pelouse de Paul Fédou. C'était en décembre dernier, du fait aussi de conditions de jeu et d'un profil de match assez accidenté. 3-0 sur le terrain pour celles et ceux qui auraient raté bien ce match aller. La caméra de TV Sud était bien présente dans la tribune de Paul Fédou. Je propose de revoir le profil du match aller entre le Nîmes Olympique et l'US Luzenac. Température fraîche samedi soir au pied des Pyrénées ariégeoises pour un déplacement des plus importants. Le Nîmes Olympique n'était pas venu à Luzenac pour y extraire du talc, la richesse locale, mais bel et bien pour obtenir un bon résultat afin de rester au contact du trio de tête. Principalement regroupés dans l'unique petite tribune du stade Paul Fédou, les 500 spectateurs de la rencontre ont donné de la voix, notamment lors du premier tournant du match. Sur un ballon intelligemment transmis par Corrèze, Sédou Koné tentait genou levé un contrôle quasi impossible dans sa course, frappant de plein fouet l'infortuné portier midi-pyrénéen Ludovic Grégory, sorti au devant de l'attaquant ivoirien. KO pendant plusieurs minutes et souffrant de la mâchoire et de vertige, Grégory allait finalement céder sa place à Fabien Mahou avant d'être évacué vers un centre hospitalier. Dans une rencontre heurtée et au faible niveau technique, les Nîmois allaient défendre avec rigueur grâce à l'efficacité d'une charnière solide composée par Poulain et Stosic, parfaitement secondés dans les couloirs par Pounjé et Sidibé, auteurs d'un bon retour sur le côté droit. J'ai donné comme objectif de reprendre un peu plus d'envie dans la conquête du ballon, d'être beaucoup plus solide. Et je pense que ça fait 2 matchs où on n'est pas génial, mais on est costaud, on marque des buts quand même, ça ne nous empêche pas de marquer des buts. Et là, aujourd'hui, on ne s'est pas désuni, même un de moins. Donc c'est une vertu qui nous fait du bien parce qu'on récupère des ballons et des ballons où on peut poser des problèmes à l'adversaire. Rarement dangereux, les Luzenaciens allaient pourtant mettre Cyril Merville à la parade, peu avant le repos, sur un tir ajusté par Tristan Mbongo. 0-0 à la mi-temps. De retour des vestiaires et après quelques actions notables de Bénézé et Ogunbi en fin de première période, les hommes de Thierry Froger allaient intensifier leurs attaques, notamment par l'intermédiaire du revenant Diarra-Souba, positionné à la pointe de l'attaque nîmoise suite à l'expulsion de Koné. Un carton rouge que l'arbitre de la rencontre, Dimitri Christo, allait sortir une seconde fois pour sanctionner un tacle bien maladroit du jeune gardien remplaçant Fabien Mahou,
coupable d'une faute grossière à l'extérieur de sa surface à l'encontre de Diarra à la suite d'un premier duel remporté par le portier de Luzenac, mais auteur en suivi d'un dégagement totalement raté. Une expulsion lourde de conséquences pour les locaux, puisque c'est le milieu de terrain Vincent Chagnier qui se voyait dans l'obligation de prendre place dans les cages pour les 40 dernières minutes de la partie. Un fait et un tournant de match qui allait permettre à Emmanuel Corrèze d'ouvrir le score pour les Crocos et d'enfoncer les Luzenaciens dans le doute à 10 contre 10 à la 51e minute de la partie. J'avais pas l'impression, mais bon, voilà, le seul truc que je me disais dans ma tête, c'est que je me disais, il faut cadrer à tout prix. Parce que bon, je ne dis pas qu'il est mauvais le gardien, mais bon, c'est un joueur, donc il a moins de qualité qu'un joueur qui joue tout en gardien. Donc je vais cadrer et c'est rentré. Comme je dis, tant mieux pour l'équipe. C'est vraiment, que ce soit moi qui ai marqué, c'est anecdotique. Ça fait même au moins 2 ans que je n'avais pas marqué. Donc ça fait plaisir, mais bon, comme on dit, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. Le plus important, enfin, même depuis le début de l'année, mais bon, le plus important, c'est pas mon but ou quoi, c'est les 3 points de la victoire qui étaient vraiment importants. On était venu pour chercher la victoire, on l'a eu. Une victoire que les Nîmois allaient construire patiemment, grâce notamment aux fautes commises par les Ariégeois, souvent approximatives dans la transmission de balles. Une faiblesse qu'allait exploiter le très actif Maxime Poungé, auteur d'une extraordinaire percée dans l'axe et servant idéalement à la 79e minute Lamine Diarra pour le 2e but nîmois. On sait que ça allait être un match difficile, mais avec l'expulsion, c'est encore un match plus difficile et on ne s'est pas désuni. On a eu des occasions en première mi-temps et en deuxième, on a été costaud et rigoureux sans être génial. Peu d'étincelles dans le jeu, si ce n'est une dernière percée victorieuse de Nicolas Bénézé dans le temps additionnel de la seconde période, avec un but certainement excessivement fêté autour des supporters déchaînés et dont certains pénétrèrent sur la pelouse après avoir défoncé les grilles de sécurité. Dernière anecdote d'un match piège, bien géré par les Nîmois, devant une équipe de Luzenac manquant de réalisme. Bien sûr qu'ils font que la victoire de Nîmes est logique en deuxième mi-temps, mais je crois qu'on a failli mentalement sur la première mi-temps où on avait fait une bonne entame. Et l'expulsion du joueur de Nîmes nous handicape à nous sur la première mi-temps plutôt que Nîmes, où on s'arrête de jouer. Donc ce que je reprochais à mes joueurs à la mi-temps, après bon, la deuxième mi-temps c'est anecdotique. Gérer l'absence de Koné tout en renouvelant son crédit de buteur et de passeur et sans encaisser le moindre but depuis 2 matchs, le Nîmes Olympique poursuit sa marche en avant avec l'impératif d'un 3e succès consécutif vendredi soir au Costières, un match en retard contre Beauvais. Alors on le rappelle, c'était bien des images d'archives que vous l'avez vu dans ce sujet, donc ça datait du mois de décembre. Le point commun en revanche, messieurs, avec la situation du Nîmes Olympique actuellement, c'est que depuis 3 matchs, le Nîmes Olympique en effet n'a pas encaissé de but. Ça, c'est le point commun. Romain Thibon, vous étiez présent, je crois, à Luzenac sur le banc. Quel souvenir vous gardez de cette soirée très particulière pour les Crocos? Déjà, c'était un match vraiment bizarre, parce que déjà on perd assez doux comme on a vu sur les images. Et après, ils perdent leur second gardien, donc ce qui nous a avantagé, tout ça. Donc, mais c'était une ambiance particulière. Il y avait les supporters qui ont fait le déplacement, qui étaient présents aussi. Donc ça aussi, ça fait plaisir aussi qu'ils soient là. Donc pour la montée, j'espère qu'ils seront encore là aussi pour les prochains matchs qui arrivent, parce qu'on a besoin d'eux aussi. Revanche à domicile, le score final c'était 3-0. Est-ce que vous pensez que dans des conditions normales et au vu de l'effectif nîmois, justement, le Nîmes Olympique peut faire aussi bien que match aller? C'est pas qu'on peut faire aussi bien, c'est qu'on doit faire aussi bien, parce qu'on a dit, il reste 4 matchs, c'est vraiment serré. Et si on veut monter, il faut vraiment qu'on arrache tout à domicile. Et on a fait 3-0 match aller. Après, je dis pas qu'il faut faire 3-0, mais il faut arracher les 3 points de la victoire. Olivier, Luzenac qui fait partie de ces équipes du championnat, de national, dans le ventre du tableau, qui se bat aussi pour ne pas descendre trop bas, mais qui fait partie des fidèles du national et qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Ils sont presque sauvés. Je dirais que le plus dur, à mon sens, le plus dur, c'est d'aller gagner chez eux. Je crois que les Nîmois l'ont fait le plus dur. Maintenant, il ne faut pas se mettre une pression négative, parce que c'est vrai qu'un autre résultat que la victoire au Costières nous mettrait dans de mauvaises conditions, il faut le dire, parce qu'il ne resterait plus que 3 rencontres, sachant que les autres devant, les 4 autres, je ne pense pas qu'ils perdraient en même temps. Donc il faut partir du principe que les 4 autres devant nous vont gagner.
et que nous, on se doit de gagner. Voilà, on est au pied du mur, mais tout en gardant une pression positive avec des supporters, avec un bon stade, avec voilà, il faut pas non plus, c'est pas le match de la fin, il faut simplement le jouer sérieusement et je pense qu'on est largement au-dessus de l'Usenac. Donc si on le joue et qu'on est efficace, pas de souci. Rendez-vous est donc pris ce vendredi à partir de 20h au Stade des Costières pour le match retour entre le Nîmes Olympique et l'Usenac. On va observer une courte pause sur TV Sud et on se retrouve avec nos invités Romain Thibault, Steve Agui, Patrick Chéron, Olivier Martinez pour la seconde mi-temps de Croco Hebdo. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo, on évoquait hors micro avec nos invités la fin du calendrier à venir et peut-être ce match décisif face à Vannes, ce déplacement qui interviendra le vendredi 25 ou le samedi 26. On doit voir la confirmation des dates par la fédération en vue de cette 38e journée. On rappelle que Vannes s'était imposé au Costières au tout début du mois d'août et qui avait initié une série de 3 revers consécutifs. Et paradoxalement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Patrick, le Nîmes Olympique est l'équipe qui, cette année en national, est l'équipe qui a le moins perdu, 6 défaites, alors 3 au mois d'août consécutives, une en octobre, début octobre face à Bayonne, une début novembre face au Gazélec d'Ajaccio, et puis une début février à domicile, la seule défaite à domicile face au Red Star, si mes souvenirs sont bons. On avait perdu bien. 4-3, donc ça fait 6 défaites seulement, et une autre équipe n'a perdu que 6 fois cette année, c'est Vannes. Donc on le voit, il y a un duel dans le duel. Il y aura un duel dans le duel, mais je crois que c'est surtout les matchs nuls qui nous ont pénalisés, parce qu'on a fait beaucoup de nuls. Là. Il nous manque 2 victoires, 13 nuls. Il nous manque une paire de victoires à la maison pour être devant, parce que bon, quand on voit Niort qui est devant, on les a bien battus ici. Il n'y avait pas de souci à se faire avec eux, mais je crois que ça ne sera pas eux les plus dangereux, peut-être. Ça sera Ajaccio, Vannes, peut-être Épinal, ça va être très très serré. Bon, mais pour moi, on a un destin entre nos mains, il faut gagner nos matchs. Et même si le dernier match se joue à Vannes, c'est quand même un match extraordinaire à jouer si c'est pour la montée. Moi, je dis que ce genre de déplacement peut être assez heureux. Rappelez-vous, d'un certain déplacement à Brest, il y a 3 ans de ça, en pleine feria, qui avait été synonyme de maintien en Ligue 2 pour le Nîmes Olympique. On y croit fermement. 13 nuls et 15 victoires pour le Nîmes Olympique, des points perdus à domicile, d'autres bons points pris à l'extérieur. Autant de thèmes abordés avec Thierry Froger, le coach nîmois qu'on a rencontré mercredi lors de sa causerie d'avant-déplacement. Je vous propose de l'écouter. Non, mais parce qu'on a souvent l'habitude de danser dans le vestiaire. Et voilà. Venir en plateau, voilà, ça c'est une petite erreur de Magnéto. Ça c'est pour la fin de l'émission. Voilà, en plus ça me coupe totalement l'effet de surprise pour l'un de nos invités. C'est pas grave. Il y a une interview de Thierry Froger en théorie qui est calée, qu'on a interrogé, qu'on a interviewé ce mercredi lors de l'officialisation du groupe du Nîmes Olympique. On va me faire signe si la pause est... Elle n'est pas bonne, elle n'est pas calée, ce n'est pas grave. On va essayer de la retrouver. Et on va de suite enchaîner avec le temps de jeu des joueurs du Nîmes Olympique. Mais on reviendra sur Thierry Froger qui faisait quand même la part belle, avec, qui évoquait justement le fait que Nîmes Olympique avait perdu beaucoup de points à domicile et avait engrangé pas mal de points à l'extérieur et que le destin était entre les mains des joueurs. Voilà, les joueurs du Nîmes Olympique avec toujours Moritala Ogunbi, premier au niveau du temps de jeu avec 33 rencontres disputées. Il devance toujours Benoît Poulain, toujours écarté pour l'instant sur blessure, tout comme Maxime Poungé, Vincent Carlier qui est 4e et Nicolas Bénézé régulièrement titularisé depuis le début de la saison. Alors on évoquait, messieurs, ce temps de jeu. On va remarquer que pour vous, si vous êtes 8e, vous êtes quand même assez régulièrement dans le 11 de départ. On l'a dit avec des positions diverses et variées. On sent qu'il y a quand même beaucoup de connaissances entre les différents joueurs et du plaisir pris sur le terrain, notamment lorsque les combinaisons s'avèrent payantes. Ouais, après c'est vrai que au début de saison j'ai été blessé, il y a eu quelques soucis, alors j'ai pas trop joué. Mais après, quand je suis rentré, j'ai essayé de rentrer dans l'équipe et surtout de garder ma place, de ne pas sortir de l'équipe. J'essaie de travailler comme je fais et puis de marquer des buts, essayer que l'équipe a besoin de moi, alors je donne tout pour les récompenser. Et surtout aussi la confiance du coach. Je pense qu'on a eu une bonne discussion, moi, le coach, et qui a fait qu'après, on a vu que tous les deux qu'on était sur la même longueur d'onde. Maintenant, tout se passe bien, tant mieux. Maintenant, j'essaie de me donner à fond chaque week-end
ça se passe bien. Après, l'équipe, le coach, il fait en sorte de faire la meilleure équipe possible. Après, moi, j'essaye que ce soit à gauche ou à droite ou même devant. Ça me dérange pas. Franchement, je suis à l'aise. Bon, après, je suis un petit peu moins à l'aise à droite. J'ai plus mes repères quand je suis à gauche et devant. Mais si je dois jouer à droite pour le bien de l'équipe, eh ben, il n'y a pas de souci. Et les chiffres parlent pour vous. 25 matchs disputés, 1758 minutes. Vous êtes le 8e joueur le plus utilisé depuis le début du championnat. Pour vous, Romain, le contexte est différent. Vous êtes apparu à 3 reprises sous le maillot des Crocos, avec l'obligation, lorsqu'on rentre comme ça, pour peu de temps de jeu, 5 minutes à peu près, d'être déjà dans le rythme, d'être chaud. Et vous l'avez montré quand même à Colmar, même si le but n'a pas été accordé. Ouais, c'est sûr, quand on fait appel à moi, que ce soit même dans les 5 dernières minutes, il faut donner le maximum et essayer, comme à Colmar, essayer de marquer un but ou quoi. Parce que l'année dernière, je l'avais déjà fait contre Nantes. Donc voilà, il faut, si on fait appel à moi, je rentre et j'essaie de donner le maximum. C'est comme ça. Il a fait une excellente fin de saison l'année dernière. Et cette année, il a eu du mal à confirmer. Donc c'est vrai que c'est dur, il y a de la concurrence. Et quand on voit que Steve est numéro 2 dans l'axe, après il y a Renaud Ripard qui a éclos aussi. Il y a Niflor qui revient. C'est vrai qu'il y a du monde à ton poste. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu enchaîner d'une saison à l'autre? C'est de digérer cette belle saison que tu as faite ou c'est les blessures? C'est quoi? Non, après, c'est sûr qu'en début de saison, je me suis blessé aussi. Après, peut-être ça m'a coupé aussi sur cette lancée. Mais après, une fois que la machine est lancée, si on n'arrive pas à la rattraper, ça met du temps. Et après, il faut se refaire en réserve. Et heureusement que j'ai pu jouer en réserve, faire des prestations, tout ça, parce que sinon, ça aurait été difficile. Parce qu'après, il faut garder le rythme. C'est vrai, quand on est jeune joueur, parce que c'est quand même encore un jeune joueur, et c'est hyper important quand même de jouer, même si c'est pas avec l'équipe 1, parce que sinon on perd vite ses repères. Et quand on voit Steve Agui, après il s'accroche, même s'il est plus à l'aise à droite ou à gauche dans l'axe. Chaque fois, quand on est titulaire, on fait toujours l'effort nécessaire pour rester dans l'équipe. Et peu importe la place, parce que maintenant, il n'y a plus personne qui peut revendiquer une place de titulaire en début de saison et dire je vais rester titulaire toute la saison, c'est faux. Il y a les blessures, il y a les carences des joueurs et puis il y a aussi le choix du coach, parce qu'en début de saison, Steve a été blessé, il y avait des petits soucis, il a su se remettre en cause parce que malgré que ça soit un joueur expérimenté, il a eu l'intelligence de se dire ok, maintenant il faut que je me remette dans le droit chemin et s'il en est là, c'est grâce à lui, même s'il a eu un bon discours avec le coach. C'était important d'avoir le discours avec le coach parce que le coach, en dernier ressort, c'est lui qui fait l'équipe. Mais je crois qu'après, c'est l'intelligence du joueur qui fait la différence. Parce que le coach, il peut proposer. Après, le joueur dispose. S'il est intelligent, il écoute un peu quand même les conseils de son entraîneur. Et parmi les belles réalisations, on en a dénombré 8 pour Steve Agui. On va voir le classement des buteurs. On espère que ce classement d'ailleurs va évoluer au cours des prochains jours. Toujours premier, le meilleur buteur de national, Sédou Koné, 17 buts depuis le début du championnat. Steve, vous êtes deuxième avec 8 réalisations victorieuses. Notamment quand il a joué dans l'axe. C'est lorsque Koné était absent que Steve a le plus marqué. Je crois qu'il a marqué 3 fois dans l'espace de peu de temps finalement. Ouais. Troisième, Mauritala Ogunbi avec 7 buts. Quatrième, Nicolas Bénézé, 5 réalisations victorieuses. 3 buts pour Yacine Adou. 2 buts pour Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Renaud Ripard, Miodrag Stozic. Et une réalisation pour sextuor de joueurs, Baldé, Corrèze, Diarasuba, Sissane ainsi que Niflor. Sans oublier Issouf Ouattara qui sera notre invité la semaine prochaine aux côtés du capitaine Benoît Poulain ici sur le plateau de Croco Hebdo. Tiens, vous parliez des buts de Steve Agui, on va en revoir quelques-uns. On a fait une petite sélection des buts de Steve Agui qu'on va commenter avec vous. Steve, avec pas mal de jolies réalisations à partir de l'automne, avec la première réalisation que l'on voit ici, qu'on a retenue en déplacement à Épinal, avec une excellente lecture de jeu là, par rapport à la sortie du gardien. Ouais, après c'est surtout un bon ballon de Maury, comme d'habitude. Après, je pense que maintenant, en entraînement, j'essaie de varier plusieurs occasions pour être dans la situation des matchs. Pour l'instant, ça m'a réussi. J'ai eu une période où ça me réussissait. J'en profite et puis j'essaie de les mettre au fond. Et on voit ici, face à Niort, aussi beaucoup d'anticipation. Être placé, essayer de récupérer un maximum de ballons. Oui, après, le coach, comme il aime bien que je suis en pointe comme ça pour faire des appels, pour
Après, franchement, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise devant. Et puis, bon. Là, c'est le but du Tonnerre. Alors c'est la petite pépite d'or, c'est le petit bijou de votre saison, jusqu'à présent en tout cas. En Corse. Bah, en Corse, ouais, avant de partir, Moussa m'avait dit que Ils n'ont pas coupé les pieds. Moussa m'a dit que j'allais marquer. Et je lui ai dit que ouais, je marquerais en Corse. Et puis, bon, ça m'a réussi. Mais ouais, après, on a fait une bonne combinaison avec Malik et Perpex. Ça m'a réussi, j'ai tenté, et tant mieux. Alors là, vous êtes au début de l'action et on va vous retrouver sur la finition face à Beauvais. C'était une semaine après le match contre Luzenac. Et encore, on le notait, c'était en l'absence de Sédou Koné qui avait été expulsé la semaine précédente. Il a marqué le plus souvent. Puis une nouvelle réalisation. Une semaine suivante, vous avez eu une bonne productivité au niveau du mois de décembre. Là, c'était face à Créteil-Lusitanos. Alors c'était un match nul, 3 partout, beaucoup de buts. Mais le but était encore une fois au rendez-vous. Sur le côté droit, là. Vous me disiez que c'était peut-être pas le côté que vous préfériez, mais en tout cas... Ouais, après, franchement, cette période-là, tout me réussissait et tout ce que je pouvais tenter, ben, ça rentrait au fond et tant mieux, quoi. Avec, allez, ça c'est pour le petit plaisir, la danse avec Sédou Koné, c'était à Épinal. On parlait de ce fameux but là contre le Gazélec d'Ajaccio. Vous le voyez rapidement, avec beaucoup de clarté justement, qui a vraiment une façon de reprendre cette balle. Vous l'avez ressenti vraiment parfait ce but justement, sur l'anticipation, sur la façon d'armer le tir, sur la distance du but. En fait, quand Malik me la remet, franchement je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit je vais tenter et puis... si ça passe, tant mieux. Bon, moi, j'aurais tenté et franchement, je l'ai bien pris, elle est bien partie. Il va faire beaucoup de pieds, là, quand elle est partie, tout de suite, je me suis dit qu'il y a but. Dès que j'ai senti qu'elle est partie, dans ma tête, je me suis dit qu'il y a but et voilà, tant mieux. Est-ce que vous considérez ce but comme l'un des plus beaux, de ceux qui compteront justement au moment de faire les bilans dans votre carrière? Je pense que ça sera le plus beau, ouais. C'est sûr. Les collègues de vestiaire vous ont un petit peu chambré justement après Non, au contraire, ils m'ont félicité. Ils savaient que d'un côté je revenais de loin. Tous mes coéquipiers ne m'ont jamais lâché par rapport au début de saison et ce qui s'est passé. Et après, d'un côté, ouais, tous ces buts-là, je les remercie parce que même grâce à eux, je pense qu'ils ont toujours été derrière moi, que ce soit les jeunes comme Romain qui m'ont toujours dit de ne pas lâcher. Ou après, surtout Moussa Sidibé, avec lui, j'ai vraiment une bonne affinité par rapport à Van déjà. Surtout lui qui me parlait beaucoup et ouais, franchement pour tout ce qui s'est passé, je les remercie que ce soit les jeunes comme les anciens et je suis vraiment content. Ouais. Alors vous l'aviez certainement noté, après chaque but inscrit par Sédou Koné ou Steve Agui, il y a toujours une petite danse. On a d'ailleurs fait un clip, comme vous avez présenté, Steve, lors de votre dernière venue sur ce plateau. Alors il y a eu une nouvelle danse qui a été initiée en amical avec Sédou, c'était face à Arles en janvier dernier. On va la revoir parce que quand même le but de Sédou vaut toujours le coup d'œil, c'est toujours assez spectaculaire. C'était au Costières, les Arlésiens jouaient en blanc et bleu. On va voir ici eh bien, toute la lucidité avec cette reprise magnifique de Sédou Koné qui ne laisse aucune chance au gardien, la pirouette. Et là, on va voir une nouvelle danse un petit peu plus chaloupée. C'est différent, mais c'est toujours assez sympathique que de voir ces moments. Et c'est surtout la preuve pour les spectateurs qu'il y a du vrai plaisir à la fois dans le fait de marquer et dans la façon de célébrer le but, Steve. On le redira jamais assez. Hein. Ouais, franchement, quand Sédou il marque, ou même quand c'est Will ou quand c'est Maury, après on est content quand les attaquants ils marquent, ou même si c'est les défenseurs. Mais après, avec Sédou, dans les vestiaires, on essaie toujours de trouver des petits trucs pour fêter ça entre nous. Mais après, les autres, quand ils marquent, on le fait autrement. Alors Sédou a un avis sur la question, vous l'avez deviné tout à l'heure dans la petite pause image qui est partie. Il était présent à votre place il y a un petit peu moins d'un mois. Je vous propose d'écouter le Konéador, Sédou Koné, le Goléador. Non, mais parce qu'on a souvent l'habitude de danser dans le vestiaire. Et voilà, ça c'est une danse de chez moi, du coupé décalé. Donc voilà, on fait quelques pas. Voilà, c'est tout. Voilà, le sourire et du bonheur, on le sent dans les paroles de Sédou Koné. Ça fait plaisir quand même, Patrick, de voir quand une saison commence mal, qu'il y a des défaites, qu'il y a des blessures, qu'il y a des suspensions, qu'on sent que les éléments sont défavorables au club, de voir que finalement, quand il y a de la réussite, il y a aussi du partage et des bons moments qui peuvent réunir les joueurs dans la vestiaire.
Oui, comme le dit Steve, heureusement qu'il y a ça, qui a permis aussi au groupe de rester bien. Je crois qu'ils sont encore bien. C'est ce qui peut permettre aussi, en fin de saison, que personne ne soit démobilisé et que tout le monde tire dans le même sens. Donc, on le voit, ce qu'a dit Steve tout à l'heure, ça vient du fond du cœur, que ce soit les jeunes et les anciens, qui ont eu des moments difficiles. Les gars n'ont pas lâché, parce qu'ils auraient pu dire maintenant, ça fait un joueur de moins, c'est mieux pour nous. Mais au contraire, je crois que le collectif, et ça se ressent au niveau des joueurs, il y a quand même une bonne ambiance, et c'est sûr qu'il faut la concrétiser par une montée. De toute façon, si on en est là aujourd'hui, si on joue encore le titre à 4 journées de la fin, c'est qu'il y a quand même une bonne ambiance. On ne peut pas arriver à ce niveau-là avec une ambiance détestable dans un vestiaire, c'est pas possible. Regardez déjà les joueurs qui commencent un peu à se tirer dessus ou qui commencent un peu à lâcher. Vous voyez les équipes comme Fréjus, comme Rouen, où ça part dans tous les sens. Ça ne peut pas fonctionner les résultats. Là, on sent qu'il y a vraiment, c'est sincère, c'est bien, c'est sain. Voilà. Allez, on va revenir sur une déclaration de Thierry Froger qui confie à nos confrères de la presse quotidienne régionale: quand on ne gagne pas, on est toujours dépendant des résultats des autres. Thierry Froger, donc, qui s'exprimait après la lecture des autres résultats de cette 34e journée. Alors, on va découvrir le calendrier, justement, pour voir un petit peu quel va être le profil des dernières rencontres, club par club. C'est très, très important. Semaine après semaine, la liste des matchs diminue, mais on va voir avec nos invités un petit peu ce qu'ils pensent justement de ce calendrier des autres équipes avec le Gazélec Ajaccio, la première équipe. On va lancer le panneau du Gazélec. Ce déplacement à Cherbourg vendredi, c'est peut-être pas évident pour l'équipe corse que d'aller du côté de Cherbourg. Il y aura la réception du Paris FC, un déplacement à Épinal et puis la réception finale de Niort. Romain, quelle est votre appréciation justement sur ce tableau qu'on va laisser à l'écran sur la fin de saison et le parcours à venir pour le Gazélec d'Ajaccio? Déjà, ils ont une grosse fin de saison, parce que quand même ils se déplacent à Cherbourg qui est pas mal chez eux. Ils gagnent pas mal de matchs. Ils se déplacent aussi à Épinal. Mais après, à domicile, généralement, ils arrivent à faire le plein ou à accrocher de bons résultats. Mais bon, comme le coach il a dit, c'est pas le calendrier des autres qu'il faut qu'on regarde, c'est d'abord le nôtre, gagner. Et après, ça se passe. Si on arrive à tout gagner, on montera en Ligue 2. Parce qu'on a vu qu'il reste encore des matchs à confrontation directe, donc il y aura des points à lâcher. Niort, on parle de Nîmes à Vannes, mais Niort a intérêt de monter avant la dernière journée, parce que si nous on a un gros match à Vannes, je ne dis pas ce qu'ils ont Niort à Ajaccio. Je le pense aussi. Ça sera la ratire, j'ai peur que. Ouais. Le calendrier d'Épinal, équipe que les Nîmois ont rencontrée. Alors on va rappeler, en regardant le calendrier d'Épinal, le goal average particulier pour chacun des clubs. Si contre Ajaccio, le goal average est défavorable au Nîmes Olympique, puisque nous avons perdu sur la pelouse du stade Ange Casanova. Il y a eu 2 matchs nuls face à Épinal, mais le Nîmes Olympique a marqué 2 buts à l'extérieur face à Épinal. Donc ça fait partie des choses qu'il faut retenir et qui pourront compter en cas d'égalité, sait-on jamais. La réception de KVI pour Épinal, Olivier, puis ensuite le déplacement à Beauvais, réception d'Ajaccio et enfin un dernier déplacement à Colmar. Il faut toujours garder un œil sur cette formation spinalienne. Je pense que tout va dépendre de KVI. Parce que KVI vont passer d'un stade de 8000 personnes à quoi, 3-4 000. Ouais. Donc je pense que l'ascenseur va faire des dégâts, ils vont descendre de très haut. Par contre, est-ce qu'ils auront à cœur de jouer cette rencontre, parce qu'ils sont sous Kevin, ils n'ont plus rien à jouer. Est-ce qu'ils auront à cœur de jouer cette rencontre pour la gagner? Dans ces cas-là, je pense qu'Épinal pourra perdre des points. Sinon, s'ils lâchent comme ils ont fait au Costières, je pense qu'Épinal, ils ne seront pas loin aussi de l'accession, parce que le calendrier est quand même favorable. Je crois qu'ils ne lâcheront pas, parce qu'en connaissant un peu le coach, il veut bien finir. Il aime bien Nîmes Olympique, donc c'est un peu son club de cœur. Et je ne pense pas que lui, il va dire aux joueurs, vous êtes en vacances. Et puis s'il doit quitter le club à la fin de la saison, je pense qu'il veut finir sur une bonne note aussi. Ouais. On va rester avec vous, Patrick, pour le calendrier de Niort d'ici la 38e journée. La réception d'Orléans, ce déplacement donc à Quevilly. Peu de points d'avance finalement pour Niort, qui est leader certes, mais il faut faire très très attention à la fin de saison. Il y a un titre de champion à acquérir d'ici la fin. Réception de Beauvais, déplacement à Ajaccio. Et c'est le goal average particulier, là par contre, qui est favorable aux Nîmois, +1, puisqu'il y a eu une victoire à domicile face aux Niortais, 3-2. C'était au cours de l'automne dernier. Niort qui n'est pas encore assuré de finir premier. Donc, moi je les vois gagner leurs 2 matchs chez eux, mais à l'extérieur je crois qu'ils vont plonger. Donc je leur vois perdre 2 matchs et gagner 2 matchs. C'est le pronostic de Patrick Champ.
Une équipe que connaît bien Steve Agui, c'est Vannes, justement, avec ce calendrier. Le déplacement à Fréjus ce vendredi, le 11 mai, la réception de Rouen. Déplacement au Red Star, et dont on sait que l'équipe du Red Star a beaucoup de difficultés à domicile. Et enfin, la réception de Nîmes. Pour l'instant, goal average défavorable, puisque en effet, Nîmes a perdu à domicile face à Vannes. C'est une équipe que vous connaissez bien, Steve. Vous avez gardé pas mal de contacts avec vos anciens coéquipiers. Comment vous la voyez, cette fin de saison de Vannes par rapport au calendrier? Je pense que malgré tout, ça ne sera pas facile. Parce qu'à l'extérieur, ça va être compliqué, même si après, il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Mais je pense que quand c'est comme ça, les équipes, ils ont envie aussi de prendre les primes de match pour partir tranquille en vacances aussi. Alors, par rapport au classement, je pense que quand tu es un petit peu plus haut, tu as un petit peu peut-être plus de primes. Je pense que personne ne va rien lâcher. Et après, comme le coach nous a toujours dit, franchement, il ne faut pas regarder les autres. Il faut que nous, on gagne les 4 matchs. Et après, les autres, ils se battent entre eux. Mais nous, c'est sûr qu'après, même la première place, moi, en tout cas, moi, je l'ai toujours dit, je cherche à être champion. Vous avez déjà été champion en Coupe nationale avec Vannes. Une équipe plus Et moi, je cherche la première place. Après, Niort, il n'y a que 3 points devant nous. Là, on joue le Snack. Si on gagne et qu'eux, ils font un match nul ou ils perdent, on revient à un point ou on revient à égalité, ou on passe même devant eux par rapport à ce qu'on a fait. Je pense que tout est possible. Après, comme moi j'ai dit aux autres et comme tout le monde est conscient, nous, ce qu'on veut, c'est la première place. Après, si on est dans les 3 premiers, tant mieux. Mais si on finit champion avec le parcours qu'on a fait, avec le début de saison qu'on a eu, je pense que ça sera vraiment une grosse saison que Nîmes aura fait. Ce sera une belle perf. Et puis surtout, il ne faudra pas se laisser décontenancer par, on imagine au match retour, un stade à Vannes qui va être plein, qui va pousser son équipe. Vous le connaissez bien, ce stade? Oui, c'est sûr, mais après les matchs comme ça, je pense que plein de joueurs ont envie de les jouer aussi. Après, nous, ça va nous faire aussi plaisir. Après, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Je pense que les matchs comme ça, à l'extérieur, on va être à l'aise, on va tout faire pour gagner parce qu'on sait que goal average, s'il y a un truc, c'est eux qui passeront. Alors, je pense que... Mais à l'extérieur, on est vraiment à l'aise à l'extérieur. Ça peut être aussi un bon truc aussi pour nous, mais avant d'aller à Vannes, si on peut déjà avoir la montée avant d'aller à Vannes, quand il y en a qui vont se rencontrer entre Ajaccio et Épinal, ou si on arrive à avoir 3 points ou 4 points devant ces équipes-là, ce serait bien, même Vannes aussi. Peut-être que si on va à Vannes et qu'il nous faut qu'un nul pour monter avec Vannes, on verra bien, mais c'est sûr que c'est aussi un bon match à jouer. Allez, les 12 points, on l'espère, pour le Nîmes Olympique, avec le calendrier qu'on va découvrir. Olivier, je vous cède la parole. Il faut se mouiller. Il y a 4 journées à la fin, il faudrait qu'on fasse un prono chacun. C'est maintenant, c'est aussi serré, c'est maintenant qu'on fait le prono. Allez-y, je vous laisse la parole, Olivier. Faites, mouillez-vous. Moi, je vois Nîmes, Vannes et Niort. Nîmes 1, Vannes 2, Niort 3. Donc vous voyez le Gazélec écarté de la... Ouais, ils ont une calendrier difficile et... Voilà, faut pas la... Voilà, c'est mon choix. Allez, on a fait tourner les magnétos. La semaine prochaine. C'est trop facile, le sera décanté. Il a envie de passer ses vacances à Gorse, Patrick, c'est pour ça. La réception de Luzenac, déplacement à Créteil, réception du Port-et-Surville, enfin le déplacement à Vannes. Voilà le calendrier du Nîmes Olympique, les 4 matchs et on espère 4 victoires, 12 points à prendre d'ici la fin de la saison. On est arrivé au bout de cette émission de Croco Hebdo. Rendez-vous vendredi à 20h au Costières pour, on l'espère, une victoire face à Luzenac. Merci messieurs, merci Romain, merci Steve d'avoir été sur ce plateau. On est derrière vous pour cette fin de saison avec, on espère, une montée en Ligue 2. Merci Patrick, merci Olivier. Rendez-vous est pris lundi prochain, fidèle au poste. Pas de pont du 8 mai, pas de pont du 1er. Vous êtes là avec votre brin de muguet, je le sais. Bon match demain, Patrick, à la Grand Combe. On le rappelle, rendez-vous à 17h au stade Sainte-Barbe. Et belle soirée sur TV Sud. Merci de votre fidélité. Au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.